Salut Moussaillon, deuxième vidéo sur l'histoire de la voile. Si tu n'as pas vu le premier épisode, je te recommande d'aller le regarder avant celui-ci. Je te mets un petit lien pour le faire. Et pour les autres, nous pouvons reprendre où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire à la découverte de l'Amérique. Avant de parler de Christophe Colomb, faisons une petite parenthèse pour nos amis les Vikings, qui sont les premiers occidentaux à découvrir l'Amérique vers l'an 1000. Et puis j'ai envie de parler de leur emblématique drakkar dans cette vidéo. À ce propos, petit fact un peu décevant, mais le mot drakkar est une création française datant du 19e siècle. Il viendrait du terme dreki, qui en vieux norrois veut dire dragon. Les bateaux vikings avaient tous une base en commun, mais se différenciaient en fonction de leur utilisation. Ceux utilisés pour le grand large s'appelaient knorr. Ils étaient plus courts, plus larges, et avaient un plus grand tirant d'eau que les navires de guerre. L'objectif était d'amener plus de stabilité au navire, et ainsi de pouvoir transporter plus de marchandises. Les knorr n'avaient que très peu de rames, et utilisaient principalement leurs voiles. A noter que les bateaux vikings avaient un aviron gouvernail situé à tribord. Les allers-retours vers l'Amérique ne vont se multiplier qu'après la redécouverte par Christophe Colomb, et cette traversée sera rendue possible grâce à un bateau spécialement conçu par les Portugais pour la navigation en haute mer, la caravelle. Au-delà de sa solidité globale, la caravelle est plus maniable avec des voiles mieux élaborées que les autres bateaux de l'époque. Le tout pour remonter mieux au vent. La caravelle a des voies triangulaires, dites latines, qui permettent une meilleure orientation par rapport au vent et lui permet donc de louvoyer. Elle conserve des voiles carrées pour les autres allures. Et puisque ces deux types de voiles sont complémentaires, elles continueront de cohabiter par la suite. La voile latine n'est pas une invention de la caravelle, celle-ci existe depuis au moins le 7e siècle. Elle a été utilisée notamment par les Polynésiens et par les Arabes. Christophe Colomb mettra 3 mois pour faire toute la traversée, mais il a fait de bonnes pauses tout de même, du genre un mois aux Canaries. Et jusqu'à sa mort, il aura pensé avoir atteint les Indes. C'est seulement quelques années plus tard que Amerigo Vespucci se rendra compte qu'ils ont atteint un nouveau continent. D'où le nom Amérique et pas Christophique, ceux qui auraient eu un peu moins de gueule tout de même. Mais entre ces deux voyages des Occidentaux vers l'Amérique, il s'est passé pas mal de choses en Asie, et plus précisément en Chine. Les Asiatiques ont été très tôt des marins. On a retrouvé des traces de l'homme sur l'île de Taïwan datant de plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Comme en Europe, les premiers bateaux étaient utilisés en zone fluviale. Comme en Égypte, ils ont creusé un canal appelé le Grand Canal de Chine au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais les premiers bateaux capables d'affronter la mer et d'ouvrir des routes maritimes n'apparaîtront concrètement qu'au 8e siècle après Jésus-Christ. Alors qu'à ce moment, les pays plus à l'ouest se la mettent sur la gueule sur toutes les mers qui les entourent depuis des siècles. Ce retard vient du fait qu'il n'y avait pas d'intérêts commerciaux à proximité et que la voie terrestre était bien souvent préférable. Mais quand l'Asie va s'y mettre, ça va y aller très fort. Au XIIIe siècle, les Mongols, dirigés par les héritiers de Gengis Khan, possèdent un immense territoire qui s'étend de l'Europe de l'Est jusqu'en Chine. Ils ont alors tout simplement la plus puissante flotte du monde. Pour vous donner une idée, les Mongols essaieront sans succès d'envahir le Japon en 1281 avec 4400 navires et plus de 140 000 hommes. À la fin du XIVe siècle, la dynastie Ming prend le pouvoir en Chine. Puis, dès le XVe siècle, la flotte chinoise menée par l'amiral Zhang He va mener des expéditions pour ouvrir des routes commerciales jusqu'en Afrique. Et tout ça grâce à la jonque. Il existe différents modèles en fonction de son utilisation et de son lieu de construction, mais il y a quelques différences notoires avec les bateaux de l'Ouest. La première, ce sont les voiles latées, qui permettent de faciliter la manœuvre de réduction de voilure en cas de gros vent, et permettent aussi de rigidifier la voile. La jonque possède plusieurs compartiments étanches qui l'empêchent de couler entièrement en cas de voie d'eau, et a aussi un gouvernail. Les lattes de la voile et le gouvernail font partie des choses que les Occidentaux piqueront à ces jonques. Puis les empereurs et conseillers chinois ont jugé que ces expéditions coûtaient trop cher et qu'elles ne valaient pas le coup. La production de ces grands navires permettant ces traversées fut donc arrêtée, ce qui ralentira grandement les explorations et la puissance maritime chinoise. Jusque-là, lors des combats maritimes, la rame est préférée à la voile car elle permet au bateau d'être plus réactif. Cependant, la bataille de Lépante va révéler le potentiel de la voile. La bataille de Lépante opposa la marine ottomane à la Sainte Ligue, une flotte chrétienne composée principalement de Vénitiens et d'Espagnols. Les deux flottes étaient composées de galères, mais la Sainte Ligue avait dans ses rangs un autre type de bateau privilégiant la voile, qui est bien plus imposant et armé qu'une galère, la galéasse. Grâce à sa puissance de feu bien supérieure, la galéasse écrase les galères ottomanes qui sont trop basses et trop légères pour s'armer autant. Le combat à la voile est alors définitivement lancé. Puis après, avec le Nouveau Monde, tout le monde va se lancer dans la construction de galions pour se la mettre dans la gueule. Les navires sont équipés de sabords pour placer un maximum de canons, et les combats deviennent alors des échanges de tirs de plus en plus violents. Et les puissances continuent à investir dans ces navires car les colonies peuvent rapporter beaucoup de richesses. Pour rapporter ces richesses en Europe, des vaisseaux ayant la capacité de stocker de grandes quantités de marchandises sont construits, jusqu'à 1200 tonneaux ICO. Ça peut être des fameux 3 mâts, mais ils peuvent même en avoir plus.
En tout cas, c'est l'âge d'or de la voile. Toutes ces explorations, ces colonisations et ces combats vont dessiner le monde d'aujourd'hui. Mais au 19e siècle, la voile sera dépassée par le bateau à moteur. Avec la révolution industrielle, l'humanité fait des progrès technologiques impressionnants. Ils permettent de repenser complètement nos navires grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux et grâce à un nouveau moyen de propulsion, le moteur. Le passage au moteur et à la coque métallique va se faire tout au long du 19e siècle, car les moteurs ne sont pas tout à fait fiables au début. Et il y a une certaine réticence à se reposer uniquement sur cette nouvelle technologie. Ça peut se comprendre, pendant des millénaires tu améliores tes voiles pour te déplacer dans un environnement hostile, et en même pas un siècle, on te les remplace pour te mettre à moteur. Faut être confiant. On va donc produire quelques navires mixtes avant d'abandonner la voile au profit du moteur. Évidemment, tout le monde n'est pas passé au moteur du jour au lendemain, et de nombreux pêcheurs conservent dans un premier temps leur voile. Jusqu'ici, être marin, c'est vivre dans des conditions de vie rudes, être exposé aux maladies et participer à des combats meurtriers. Au XVIIe siècle, des Hollandais ont donc décidé d'en faire pour le plaisir. Sacrée bande de masos tout de même. La plaisance va donner un second souffle à la voile. Elle va surtout se développer et se démocratiser pendant la seconde partie du XXe siècle, avec notamment l'apparition du vaurien en 1951, un petit dériveur bon marché et robuste. Il faut dire que pendant la première moitié du XXe siècle, ça devait pas être facile d'aller naviguer tranquillement. Si tout mouillait en Normandie le mauvais jour, ça pouvait être agité. Maintenant, les voiliers de plaisance s'uniformisent car les modèles sont produits en série et distribués dans le monde entier. Les régates permettent de continuer les progrès et d'encore améliorer les performances des bateaux. Les trimarans de régate vont aujourd'hui à 40 nœuds et ne touchent presque plus l'eau grâce à leur foil. Enfin, 40 nœuds, c'est 74 km/h. Ça explique le fait qu'on ait délaissé la voile pour les échanges commerciaux. Enfin, je suis sûr qu'avec un bon coup de pagaie sur une pirogue monoxyle, tu peux le courser. Et aujourd'hui, les voiles sont réétudiées pour économiser du carburant, alors qu'est-ce que ce sera dans quelques siècles? Voilà, c'est tout pour ces deux vidéos sur l'histoire de la voile. C'est assez différent des autres topos que je fais sur la chaîne, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si oui, j'en ferai d'autres en faisant des zooms sur certaines périodes, ou sur l'histoire de certaines technologies. Parce qu'il reste à peu près 1000 milliards de choses à dire sur 1 milliard de choses, mais je ne voulais pas que la vidéo dure 48 heures. En tout cas, j'ai bien aimé faire cette vidéo, alors n'hésite pas à me dire si ça t'a plu. Pour voir les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner, et bon vent!